Donc pour les nouveaux, comme vous le savez, on travaille en Scrum. Donc on fait ce qu'on appelle des sprints qui durent de 1 à 2 mois. Là, c'était un grand sprint qui durait du 13 avril au 11 juin, donc pendant 2 mois. Et à la fin de ce sprint, on présente les nouvelles fonctionnalités développées au cours d'une sprint revue, ce qu'on va vous présenter maintenant, et il y aura la place pour des questions à la fin. Donc, ce sprint installation optimisée Docker, pour remettre en situation, donc, comme vous le savez, depuis 2 sprints, on a intégré MongoDB pour gérer les PKB. À partir de là, ça devenait plus compliqué d'installer EasyParse parce qu'il y avait des dépendances, il fallait d'abord installer MongoDB, enfin là c'est plus technique, mais donc l'idée c'était de simplifier tout ça et d'utiliser Docker avec des systèmes de containers et qui embarquent tout pour l'installation en une seule fois. Donc tout ça, ça vous sera présenté un peu plus tard. Donc j'arrive pas à est-ce que tu peux fermer la fenêtre devant moi? Là, tu peux fermer. Si tu peux le... Ferme. Là, sinon, c'est en bas. Voilà. Donc le plan. Comme à chaque fois, on va revenir au début de cette sprint review sur le travail courant, c'est-à-dire les nouvelles analyses, les nouveaux partenaires développés, un petit rappel sur les actions de communication qui ont été effectuées pendant ce sprint. Ensuite, je laisserai la parole à Laurent qui fera un retour d'expérience sur les immersions. Donc pendant deux mois, 2 personnes sont venues renforcer à mi-temps l'équipe EasyParse et ont effectué un gros travail qui vous sera présenté par Laurent, donc une de ces 2 personnes. Ensuite, ça sera Abdel qui présentera les premiers travaux sur ce qu'on fait pour HAL, et il vous parlera de tout son travail d'enrichissement pour HAL. Ensuite, les middleware, donc là, je laisse Yannick vous en parler parce que je ne suis pas capable de le faire. Ensuite, donc, on passe dans le vif du sujet avec Docker. Donc là, ça sera divisé en 2 parties. Yannick présentera d'abord Docker et ce qu'il a fait et les perspectives. Et Dominique parlera de Docker juste pour Windows. Parce que, comme vous le savez, depuis deux sprints, en fait, la version de Windows n'est plus à jour puisqu'on n'arrivait pas à travailler avec Mongo. Donc là, maintenant, on va rattraper tout ça grâce à Docker et son utilisation pour Windows. La dernière ligne, en fait, ça sera pour le prochain sprint, c'est du teasing, ça ne va pas être possible aujourd'hui. Donc le travail courant, les nouvelles analyses, les nouveaux partenaires. Donc au dernier sprint, on avait 172 plateformes recensées dans le Trello. On en est à 219. Donc là, on peut dire un gros merci aux 2 Partatons. On y reviendra juste après, qui ont permis de recenser encore de nombreuses plateformes. Au niveau des plateformes disponibles pour EasyParse, donc c'est celles qu'on met en étape 5, donc qui ont été, l'analyse a été validée, le parseur a été développé, ça a été testé avec des logs. On en est à 77 plateformes, donc 20 de plus qu'au dernier sprint, et ce qui fait à peu près 35% par rapport à tout ce qui est recensé. Gros travail de révision sur les plateformes Wiley, parce qu'on s'était aperçu d'un gros vide au niveau des titres de publication dans ce qu'on récupérait pour Wiley. On en reconnaissait à peu près 1/3, donc on a repris complètement l'analyse, traité des fichiers de rejet, ça fait un gros travail. Pareil avec iWire, on s'est attaqué au book, donc grâce notamment au travail de Véronique en immersion, qui a revérifié pour le moment les grosses plateformes de book, donc LZP et Springer, et qui a fait ou recompléter les analyses pour ces 2 plateformes. Et puis là, vous avez la liste de quelques-uns des nouveaux parseurs qui ont été développés. Gros travail d'Abdel sur le coup des parseurs. Donc je ne vais pas les énumérer, mais vous pouvez aller voir dans le Trello, tout ça est à jour et enseigné. Voilà, donc là c'est le visuel de l'état de traitement des plateformes. Ce qu'on peut voir, c'est les 2 pics des partatons, ici et ici. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on a un partaton, on a ici la ligne là qui descend parce que
c'est les plateformes qui sont dans la colonne 1. Donc, si elles descendent dans la colonne 1, c'est parce qu'elles passent en colonne 2 ou plus loin. Donc, à chaque fois, c'est le cas. Les gens prennent des plateformes qui sont recensées et puis commencent les analyses. Et puis, on voit ici, là et là, le pic des plateformes, pas des parseurs qui sont prêts. La plateforme est à jour et dans EasyParse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écart entre les plateformes recensées et celles qui sont développées diminue, en gros. Et puis qu'on voit on laisse pas les parseurs, enfin les plateformes en état en cours d'analyse parce qu'Abdel réagit assez vite. Ouais, grâce. Depuis l'arrivée d'Abdel, en fait, quand une analyse est terminée, le parseur est aussitôt pris en main par Abdel et puis après, il a besoin de vous tous pour vérifier avec vos logs ou envoyer des logs pour vérifier son travail de développement de parseur. Alors, au niveau des autres chiffres, les établissements qui ont assimilé EasyParse, on en est à 36 recensés, donc 5 de plus que depuis la dernière sprint review. Donc 77 plateformes gérées par EasyParse, voilà. Le taux d'assimilation de l'ESR est de 33%. Pour les plateformes ministres, on est à 100%. Nous, on a fini de recenser et d'analyser toutes nos plateformes. Bon, il y a celles qui doivent être révisées parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais on est à 100%. Le taux des couvertures pour Couperin, on n'a pas calculé. Pas encore. Il faudra remettre la liste à jour, la liste des couvertures. Et puis pour l'UL, on est à 37%. Gros travail encore pendant ce sprint, énorme travail de Thomas auprès des contacts après les installations. Donc au moins 42 suivis depuis le début du sprint, de nombreux étrangers. Là, c'est vraiment Thomas qui gère tout ça et qui fait un énorme travail là-dessus. Et puis des accompagnements personnalisés où on se met en WebEx ou au téléphone et tout, et on explique, voilà, on va développer tout ça. Donc les actions de communication de ces 2 mois, ma liste a disparu. J'ai perdu ma liste. Bon, je vais y aller avec les images. Il y en a une qui est tout au fond. C'est pas grave, je vais avec les images. Donc là, c'est le premier parsaton qu'on a fait à Paris début avril. Premier gros succès déjà. Un peu de problème avec les Wi-Fi et qui nous a un peu freiné dans l'élan des développements, mais c'était déjà un chouette parsaton. Ensuite, dans l'ordre chronologique, c'était Avignon. CISER, donc c'est un rassemblement des... CIR, on dirait. CIR, en fait. Bref, un truc des DSI, de l'ESR. Et le thème de ces journées, c'était les indicateurs, donc on était pile poil. Donc là, retour de Dominique et Thomas, de nombreux DSI connaissaient EasyParse, mais avaient besoin d'informations supplémentaires et tout. Donc ils ont donné de nombreuses informations, un retour globalement positif. Ensuite, dans l'ordre, 2 posters aux journées ABES, Analogiste et EasyParse, les deux. Pareil, de nombreuses visites de tout niveau, des gens qui ne connaissaient pas du tout, des gens qui connaissaient bien, qui voulaient des petits détails techniques. Voilà, pendant les 2 heures des posters, on a répondu à plein de questions et pendant toutes les pauses aussi. Ensuite, les journées de formation des conservateurs à l'ENSIB, où on a formé pendant 2 demi-journées plus un TP, donc là c'était vraiment complet. Des gens très intéressés sur EasyParse, sur l'exploitation qu'on peut en faire. Voilà. On a présenté aussi Easy, qu'on vous a présenté ici. Et puis dernier en date, c'est le 2e parsaton à l'ENSIB, avec là 2 salles à disposition, une salle théorique au début et puis une salle pratique pour se lancer directement dans les analyses. Donc, grosse com pendant ces 2 mois. Et je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous expliquer ce que nos 2 immersions ont fait. Sur la petite flèche en bas à gauche. Ah, perfect, voilà. Oui, donc, avec ma collègue Véronique, l'équipe fourniture de documents, nous avons participé, donc moi je suis Laurent Racinou, de l'équipe valorisation des données de la recherche.
Nous avons été en immersion, Véronique pendant 2 mois et moi pareil pendant 2 mois et je prolonge encore 1 mois. Donc cette immersion dans l'équipe EasyParse nous a permis de découvrir déjà un projet, une équipe, une méthode de travail, la méthode de travail agile. Donc avec ce que j'écris, Daily Scrum, Sprint Review, donc c'est plus planification à court terme et on s'adapte aussi en cours de sprint et pas mal d'échanges chaque matin, on dit ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Donc ça c'est ce que ça nous a apporté aussi avec on a aussi découvert d'autres des outils collaboratifs pour suivi des tâches. Donc après concrètement on a travaillé sur l'analyse de plateforme et la mise à jour d'analyse en fait compte parce que par exemple oui pour Wise ou Allwire aussi et aussi à des tests ensuite parce que les analyses après servent à écrire des parseurs et là j'ai pu travailler avec Abdel et tester après les parseurs et voilà. Donc, après. Alors nous avons travaillé aussi. Tu peux prendre la flèche aussi. Laisse l'espace. Donc aussi avec Véronique, on a travaillé sur le recensement de plateformes pour lesquelles il était possible de récupérer l'année de publication pour envie de faire des statistiques alors, de type GR5. Et donc on a traité alors X plateforme, c'est X, c'était donc on a réussi à reconnaître, on a repéré les années de publication sur 28 plateformes, dans 28 plateformes sur 71 traités, donc reconnus par EasyParse. Donc après, le tableau, le lien qui est en dessous, c'est pour après. Donc après, moi j'ai travaillé aussi sur, on va dire, la problématique ISTEX, c'est-à-dire faire une sorte de recensement des plateformes ISTEX, voir si elles sont déjà développées dans EasyParse. Toujours aussi la problématique de récupérer les années de publication. Donc c'est vraiment un recensement. Donc au début, c'était plutôt, je voulais faire un tableau perso pour suivre plus facilement, parce que des plateformes ISTEC, par exemple, on n'en est pas toujours au même point. Il y a même des plateformes qui n'existent, voilà, qui ne sont pas encore mises à jour pour EasyParse. Il faut créer des tâches, on va dire. Et on a, il fallait aussi les taguer, ISTEX. Il fallait donc regarder encore. Donc là, le côté la ISTEX, c'est des données que j'ai récupérées sur le site licence nationale. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, j'ai pu récupérer aussi la liste des titres pour chaque corpus. Ça c'est intéressant. Après, si on a besoin de faire les analyses de certaines plateformes, comme ça je peux récupérer facilement des titres et puis aller analyser ces titres. Un point important que moi que j'attends depuis pas mal de temps, c'est actuellement on parle du taux de couverture en fonction du nombre de plateformes. Or c'est un petit peu c'est bien, mais ça pourrait être plus précis dans le sens si on a 3 plateformes qui représentent 80%, comme ça pourrait être le cas d'Elsevier en nombre de titres.
ça peut orienter les priorités dans l'analyse des parseurs, etc. Et donc, ce début de travail de Laurent, pour moi, est assez important parce que, justement, ça nous permettrait de dire, non seulement on a une couverture en termes de plateforme, mais en termes de nombre de titres aussi, ce qui est quelque chose qui est très parlant. Donc là, il a commencé ce travail-là et pour moi, au début, je partais pas spécialement pour faire ça, mais pour bien faire dans l'ordre et pas me perdre, je me suis dit, moi, je vais faire un tableau. Et donc, j'ai même mis commentaires perso à supprimer, mais je vais pas les supprimer parce que, en fin de compte, c'est ce qui est quasiment le plus important, en fin de compte. Donc là, j'ai quasiment terminé le débroussailler le terrain, on va dire. Il y aura peut-être encore quelques finitions après. Donc là, après, je voulais redire. c'est ça. Quand tu mets possible, ça veut dire quoi exactement signification Ah oui, possible, pas possible. Ah oui, là, c'est possible de récupérer l'année de publication. C'était ça le. C'est-à-dire dans l'URL. Dans l'URL. Vous avez vu quand on fait l'analyse de la plateforme. Comme les autres informations qu'on a dans l'URL. Oui, c'est vrai. Donc là, on est à peu près à un tiers. Pas beaucoup. Hein. Ah bah non, je ne veux pas. Ça va être chaud. Ah oui, je veux pas. Donc, j'ai travaillé. C'est aussi pour ça, par rapport au nombre de titres. C'est-à-dire que si c'est un tiers de. C'est pareil. C'est 8 titres. Donc, oula, c'est vrai, donc ça c'est une vue du tableau. Enfin aussi, on m'avait demandé d'écrire un guide d'analyse des plateformes. Alors, au début, c'était soit guide, soit un memento, je ne savais pas trop. Et en fin de compte, moi, comme ça faisait un mois que j'étais en immersion, moi, j'ai rencontré des problèmes, où, voilà, comme je ne connaissais pas trop, j'ai fait des analyses et tout. Et puis, en fin de compte, j'ai écrit, oui, une sorte de guide, un peu, presque un vécu. C'est ça. Et le guide a été testé au Parsaton début juin. Et il semblerait que bon, il y a eu plutôt un bon retour. Ça. Voilà. Donc en plusieurs parties, je me suis donc, oui, donc le guide, j'ai déjà expliqué la partie Trello. Donc le Trello, c'est le tableau de suivi des plateformes, c'est-à-dire juste la création jusqu'à, on va dire, l'analyse complète. Donc là, j'ai expliqué donc ça, cet aspect-là. Ensuite, donc là, oui, j'ai donc un peu expliqué toutes les étapes de l'analyse en mettant surtout des liens, des petits Alors, je peux compléter si tu veux un peu. En fait, l'idée, c'était, on s'était aperçu que au cours du premier Parsaton, on avait fait déjà des choses. Il y a de l'aide qui est en ligne, sauf que les gens, quand ils font une analyse, ils se retrouvent avec des navigateurs, plein d'onglets de navigateurs. La doc est dans un des onglets. Donc là, ce qu'on avait demandé à Laurent, c'était de faire quelque chose qui reflète son expérience personnelle par rapport à comment il avait procédé quand il a dû faire une analyse de plateforme, de façon à faire un document papier qu'on pouvait imprimer et que les gens avaient à disposition à côté d'eux, de façon à ne pas être perdus dans les onglets.
Et ça a relativement bien marché. Et puis le fait que justement il avait une vision assez neuve sur le projet, du coup il se retrouvait dans la même situation que quelqu'un qui se met à faire une analyse de plateforme et puis qui a entendu parler d'EasyParse mais qui ne sait pas encore tout à fait de quoi il retourne. Voilà. Donc oui, comme j'ai mis oui, par exemple quelques consignes ou des recommandations, parce que ça m'est arrivé par exemple de vouloir d'écrire un commentaire sur Trello parce que j'avais fait ça sur une plateforme et puis en fin de compte j'écris et puis j'oublie de cliquer sur le commentaire. Donc, j'ai comme si j'avais pissé dans un violon. Des petits détails bien pratiques en fait. Voilà. On peut dire ça comme ça. L'autre fois aussi on a eu un petit souci aussi avec c'est avec comment on appelle ça, ce dont on parlait, la fiche pour créer une nouvelle plateforme. Il y a un modèle sur Analogist, mais en fin de compte, le problème, c'est qu'on risque de modifier la page, en fait, d'écraser le modèle. Et c'est ce que j'ai failli faire, et heureusement, j'avais demandé à Yannick avant, et il m'a dit non, faut pas faire ça. Donc, mais c'est des choses dont on se rend compte après. Donc, j'ai voulu expliquer un peu tout ça. Et donc, il semble que ça ait servi pour les novices et pour ceux aussi qui avaient déjà fait pour les novices, ça fait vraiment un guide, et pour ceux qui ont déjà fait des analyses de plateforme, c'est un rappel, et puis avec tous les liens vers différents outils. Ça vient en complément d'un memento qu'avait fait aussi Sylvie. Quand elle avait intégré aussi le projet, pareil, et qui était beaucoup plus succinct. Mais les deux sont complémentaires. Donc après, s'il y a des retours des participants au Parsaton, il ne faut pas hésiter. Non, mais c'est bien. Comme c'est un document qui est partagé aussi sur Google, on mettra à jour aussi. Si on met à jour l'environnement de développement d'analyse de plateforme, on mettra à jour l'outil. Mais je pense que c'était bien d'avoir un support écrit au moment du Parsaton. Ce Parsaton, il a bien marché. Ça, parce qu'on était au point sur beaucoup de... Tu cliques sur le... Mais oui, après, bon, il y a une dernière partie qui était sur les opérations après l'analyse de plateforme. Bon, là, c'est assez vite fait parce que c'est la partie informatique. Moi, c'était plutôt la partie documentaliste. Donc là, j'ai expliqué. Mais c'était pour montrer aussi à quoi sert une analyse de plateforme. C'est pas juste ça. C'est toutes les infos qu'on récupère pendant notre analyse de plateforme, ça sert aussi après beaucoup. Et ça, j'ai vu ça avec Abdel, parce que bon, comment on écrit un parseur. À noter que pendant le Parsaton, on a eu la chance d'avoir 4 informaticiens qui se sont joints à nous, donc il y a eu des parseurs qui ont été développés également dans le cadre du Parsaton. Ça, c'était une grande nouveauté. Donc là, je vais remettre la présentation. Ouais. Je peux revenir sur le tableau, là, 10 secondes, concernant un peu du texte et des choses comme ça. Oui. Il y a une chose de récupération de la date de publication. Alors, c'est possible de faire bien 3 colonnes. La colonne directement dans l'URL, correspond au oui à l'heure actuelle. Peut-être une colonne qu'on pourrait rajouter qui serait via une indirection. Par exemple, si dans l'URL on arrive à récupérer un DOI, après avec ce DOI-là, on peut, il faudrait que je ne sais pas quoi, récupérer la date. Et puis le non, pas du tout, parce que là, il n'y a pas d'identifiant, tu vois. Enfin, je veux bien 3 catégories si c'est possible. Celle où tu l'as directement dans l'URL, celle où tu as un élément qui te permet de l'avoir avec une indirection, et celle où ça sera no way. Et d'ailleurs, ta question arrive est très opportune parce que c'est la suite. Après, quand on va parler des middleware, c'est là que ça va se situer en fait. Pour remplir la deuxième colonne, est-ce qu'on peut le faire avec une redirection? Si on le fait, ça sera grâce en faisant jouer les middleware. Voilà. Dont on va parler tout à l'heure, Yannick. Ouais, c'est bon. Maintenant, il faut juste passer au suivant. Ouais. C'est Abdel maintenant. Là, il était là pour
Bonjour tout le monde, Luc Iliard d'Attaque, vous m'avez connu dans la dernière sprint review, je suis venu sur le projet EasyPass. Bon, on a fait un petit travail, c'est mettre en place une première API d'enregistrement de bibliographique pour BAS. Non, c'est pas ça. Il faut que tu prennes l'autre, le 4e onglet, encore. Ah, celui-là. Non, bah il est caché alors, c'est celui qui est caché. Pas de chance. Contrôle tab. Contrôle tab, voilà. Voilà, et là tu peux Encore, tu peux refaire encore. Voilà, stop. C'est celui d'avant. C'était celui d'avant. Celui-là, voilà. Stop, voilà. Non, ça c'est Non, ah non. Oui, il est pas. Bon, Sinon, d'accord, je fais bon, ça c'est diapo. Pour le travail est fixé sur HAL. Pour les gens qui ne connaissent pas HAL, c'est une archive ouverte destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Au cours du projet EasyPass, on a créé un parseur qui traite les URL de cette plateforme pour avoir des résultats en sortie depuis ces URL. Afin d'avoir plus de résultats sur les articles de HAL, pour avoir plus de résultats sur les articles, HAL nous offre un point d'entrée sur lequel on peut requêter, avoir des résultats supplémentaires depuis les informations tirées des liens qui sont parfaits, comme par exemple la propriété docID. Sur le lien qu'on voit ici, on trouve qu'il y a un numéro ici qui représente la propriété docID. Pour cela, on a créé une API qui offre la possibilité de répondre à ce besoin-là en interrogeant l'archive HAL qui prend un élément de cette fonctionnalité qui prend un élément de recherche en entrée et qui retourne les métadonnées des résultats en sortie sur un format d'un objet JSON pour les gens en informatique qui connaissent ça. Pour le dépôt de cette fonctionnalité est créée sous forme d'un module NPM. On l'a déposé sur le site NPM, on peut le voir ici. On l'a nommé Metal, c'est nom-là, c'est Stéphane Gilly qui l'a. Ouais. C'est pas mal. Ils sont d'accord ou pas? On n'a pas eu de retour, On c'est sait ça. Faudra Mais je pense qu'ils seront d'accord vu les noms qu'ils ont choisis pour leur. D'accord. Pour les informaticiens, s'ils veulent l'intégrer dans leur projet, il y a deux façons, soit par NPM ou bien par GitHub. La première façon par NPM, c'est faire la commande NPM install metal. Après venir au code et l'appeler, créer une variable metal et faire un requête metal, et appeler la fonction qui est dans ce modèle-là, passer le paramètre de recherche, par exemple Japon ou bien n'importe, pour un premier argument. C'est ça. Et le deuxième argument, c'est une méthode callback de retour qui retourne deux valeurs, et une valeur d'erreur s'il y a une erreur, ou bien réponse, c'est l'objet qui contient les métadonnées de la recherche. Ça, c'est qui concerne l'API qu'on a créée. Du coup, si tu veux chercher
la valeur d'un doc-id, tu fais quoi? Tu fais metal.metal, doc-id ou le doc-id? Bah, comme vous voulez, il faut soit préciser la propriété, soit le mettre directement. Si on met la valeur directement, il va faire une recherche sur le texte intégral. Ah, ok. Ouais. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est chercher sur le doc-id en général. Là, on peut le préciser aussi. D'accord. Tu pourras mettre documenter ce cas-là? Ouais. Parce que comme c'est notre cas principal, je pense. Hein. Oui. De toute façon, ça va. On l'intégrera de cette façon. Quand j'ai dépassé le module, je suis allé voir et je me suis demandé où est-ce qu'on rentrait le doc-id. C'est la première question que je me suis posée. Bah, on fait dans le premier Premier argument, doc-id. On met doc-id de point Ok. numéro. Ah oui, d'accord. Bah, ça vaut le coup de mettre de façon spécifique. Dans la doc, effectivement, le Japon, là, ça m'a surpris. Dans la doc ID, on en fait. Moi, c'est un premier test que j'ai fait. C'est pas fait sur doc-id en premier test. En fait, l'API HAL est assez ouverte. Et donc, du coup, bah, ça reflète l'ouverture de l'API HAL. Mais c'est vrai que elle va être... Par rapport au fait que là, il y a compris, on met un doc-ID en entrée, puis on récupère les métadonnées. Ce serait peut-être mieux de mettre le doc-ID à l'exemple de la doc-ID. Tout à fait. Enfin, là, ça, c'est vraiment la première version, le premier G, ça va être amélioré. Hein. Quand on va l'intégrer avec les middleware, il y aura encore des améliorations. Comment? Le premier argument, totalement dépendant de la doc HAL. Oui. Ouais. Il faut peut-être envoyer pour dire Oui, on le peut... doc-ID de point, c'est une syntaxe déployée à ça, mais qui est liée à HAL. Ah oui, effectivement. Il doit être, effectivement, il doit y avoir d'autres choses que le doc-ID. Oui, tout à fait. Donc, je réexplique aussi un peu le contexte. On a des logs de HAL qu'on peut analyser. Dans les logs de HAL, on retrouve des URL, des articles téléchargés qui possèdent le fameux doc-ID. Et on se dit, comment on fait? Le doc-ID, ça veut rien dire, c'est un identifiant interne de chez HAL. On veut des métadonnées sur chaque article. On veut mettre dans les événements de consultation d'EasyParse pour pouvoir ensuite faire des statistiques sur ces métadonnées. Et donc, cette librairie permettra à EasyParse de rajouter ces métadonnées à ces événements de consultation EasyParse. En cours de traitement, du coup, si j'ai compris. Dans la chaîne des middleware que tu représentes. Et donc, dans cette librairie, on pourrait ajouter l'équivalent d'un process avec une API qui ramènerait une métadonnée de l'année publication. De l'année publication. Entre autres, oui, mais plus généralement, les métadonnées via un identifiant type PMU. Tout à fait. On aura une API de ce type-là. Voilà. Merci. Bon, alors du coup, je vais vous parler de middleware. Donc, j'ai un bon... Alors, pendant ce sprint, on a middlewareisé, comme on peut dire, la chaîne de traitement des éléments de consultation d'EasyParse. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que jusqu'ici, EasyParse faisait sa petite tambouille interne, c'était un peu opaque, et pour rajouter des briques à l'intérieur, il fallait forcément rentrer dans le code, qui n'était pas forcément simple à comprendre. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'on a transformé en quelque sorte chaque étape de transformation de l'EC est devenue une petite brique qui sont dans des fichiers externes et qui se présentent sous la forme d'un code relativement compact et simple et pour lesquels il est simple de créer une brique et de la rajouter dans le traitement à un endroit particulier. Donc c'est justement ce qui va nous permettre de créer une étape où on va récupérer des archives, des métadonnées de l'archive HAL, de l'API HAL, pour les rajouter dans les EC. Voilà. Ce que j'aurais oublié. Rien de spécial. Enfin voilà, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce qu'après c'est technique.
En fait, ce que tu as précisé rapidement, c'est que l'appel d'API de type de ce qu'a montré tout à l'heure Abdel va pouvoir se faire via le dépôt dans un répertoire, l'intégration assez facile d'un morceau de fichier et la configuration, la mention dans le fichier de configuration d'EasyParse de l'ordre dans lequel vont travailler les différents middleware qui seraient amenés à intervenir au cours de la chaîne de traitement. Voilà. Et ça permettra notamment aux utilisateurs finaux, s'ils ont, enfin moyennant une connaissance quand même de JavaScript, pas forcément très large, hein, forcément, de rajouter quelque chose, de rajouter par exemple une étape. S'ils ont besoin, par exemple, ils ont un champ particulier, ils savent comment il est structuré et ils veulent le découper et en faire quelque chose, ils pourront rajouter une brique eux-mêmes à EasyParse propre à leur cas d'usage. Enrichissement via pour les composantes, pour les choses comme ça, quand voilà. Du coup, un truc qui irait taper directement dans le LDAP, par exemple, Par exemple, en cours de traitement. Alors après, pour tout ce qui va nécessiter des requêtes, comme par exemple les interrogations de HAL, Crossref ou compagnie, voire LDAP, ce sera fait moyennant forcément une diminution de la vitesse de traitement, vu que les requêtes, on peut pas en faire 15 000 à la seconde. Donc voilà, il faudra être conscient de ça quand même. Et c'était une des difficultés, parce que ça n'a l'air de rien comme ça, mais comme on est en streaming, il fallait justement gérer ça, le fait de mettre en pause le flux et de le reprendre en fonction des réponses. Oui. Ah, parce que c'est un traitement qui se fait dans le flux. Oui. Ouais, là du coup c'est quelque chose. Là c'est dans le flux. Je pensais que c'était un traitement différent, moi, par exemple, à récupération des métaux minérales. Non. Ça peut s'imaginer aussi. Après, si tu veux, le passage d'EasyParse, tous ces éléments de consultation, peut avoir une phase d'enrichissement des éléments de consultation. Ouais. Ou tu peux imaginer, comme vous l'avez vu, c'est au fil de l'eau. Oui, alors. Au fil de l'eau, ça a plus de difficultés, à mon avis, en termes de synchro. Alors, le truc, c'est qu'on a la possibilité de faire les deux. Et là, on est parti dans essayer de le faire au fil de l'eau, sachant que l'API qui va être branchée, elle peut réagir différemment. C'est-à-dire que l'API, par exemple, qu'a fait Abdel, c'est une première version. Et cette API, elle va pouvoir dire, cet identifiant-là, je veux l'utiliser pour faire des enrichissements pour HAL. Donc, j'interroge HAL, mais elle pourra dire aussi, est-ce que j'ai déjà les informations pour cet identifiant de HAL? Est-ce que j'ai déjà fait la requête? Et donc, on pourra le faire via le flux, via le streaming, parce que on aura déjà en mémoire, via MongoDB, une partie des métadonnées qu'on aura déjà été recherchées. Donc, on ne sera pas forcément obligé de faire ça a posteriori. Mais si jamais on voit que c'est trop bloquant, que ça prend trop de temps, effectivement, on pourra le faire de façon déportée. Mais pour l'instant, on essaye quand même de voir si on ne peut pas le faire. Après, qu'on le fasse en post-traitement ou pendant le traitement, dans tous les cas, logiquement, le cumul de temps des deux opérations, ça ne changera pas grand-chose si on le fait pendant le flux, quoi. Le temps pourra le passer quand même, de toute façon. Donc, voilà pour les middleware, je pense pas avoir grand-chose à rajouter. Alors, ensuite, passons au morceau entre guillemets principal. Middleware, c'est pas mal, ça. N'est-ce pas? Ça ouvre des perspectives. Voilà, c'était du travail c'est un peu de l'iceberg. De ce que ça ouvre comme perspective. Enfin, moi, je vois surtout la partie enrichissement des données utilisateurs. On prépare le terrain à fournir ça. Donc, tout de suite à la question qui nous est posée de comment je rapatrie les trucs, les infos de composantes et tout. Et c'est un des gros nœuds pour l'instant. Ouais. Alors sur la partie Docker, je vous fais juste une mini intro pour expliquer qu'est-ce que c'est Docker. Et ensuite, Yannick expliquera comment on l'utilise dans le cas d'EasyParse. Docker, en fait, c'est un système pour virtualiser des applications. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de machine virtuelle. Vous avez votre poste physique. Il est possible aujourd'hui, avec les technologies qui existent,
dans votre Windows, dans votre Linux de votre machine, de rajouter une machine qui vient se mettre à l'intérieur. On appelle ça une machine virtuelle. Vous allez pouvoir naviguer entre les deux de façon, comment dirais-je, facile, vu que vous n'aurez pas à rebooter sur un nouvel système d'exploitation, c'est embarqué sur la machine. Docker, c'est en fait un système de virtualisation léger, dans le sens où les systèmes de virtualisation classiques, ils sont assez lourds. Ils font de l'abstraction de toute la partie hardware du système. Donc ils vont mettre une abstraction sur le réseau, sur les ports USB, sur les disques durs. Donc ça va rajouter des couches qui sont assez lourdes à gérer. Et Docker, en fait, son approche, c'est de venir se mettre sur le système, mais en enlevant toutes ces couches d'abstraction, en utilisant les couches du système. Donc d'avoir une virtualisation légère. Donc on a la possibilité de virtualiser de façon légère, c'est-à-dire par exemple de lancer un système d'exploitation en quelques secondes, au lieu d'asseoir en général pour lancer son PC, ça prend pas 30 secondes, 2 minutes, voilà, ça prend du temps. Et là avec Docker, on peut faire des choses très rapides pour exécuter des programmes, des applications dans des systèmes d'exploitation virtualisés. Et donc on a eu l'idée d'utiliser Docker pour déployer EasyParse sous Linux, mais également sous Mac, sous Windows. Et donc on va vous montrer comment ça marche. Yannick va vous montrer comment ça marche sous Linux. Je vais faire ça ici, mais non, c'est vrai qu'ici on a le proxy qui va nous ennuyer. Je peux faire du SSH ici, oui. Alors... Je peux. Oui, je peux. Vous aurez une touche. Ah zut, effectivement. Alors... Sois gentil, connecte-toi. Voilà, alors, tac. Donc, voilà, l'avantage de Docker dans notre cas. Alors, l'intérêt principal qu'on y trouve dans le cadre d'EasyParse, c'est surtout qu'il va nous débloquer notre histoire de version Windows qui n'est plus vraiment à la page, parce qu'on a des difficultés au niveau de Mongo, au niveau des mises à jour, au niveau des fonctionnalités qui sont disponibles sous Linux mais qu'on n'a pas sous Windows. On en a aussi sous Linux, bien qu'elle soit un petit peu moins visible. Comment je dirais? L'avantage principal, c'est que ça simplifie l'installation. C'est-à-dire qu'on a juste une image à récupérer via la commande Docker. Bon, là, je l'ai fait directement, étant donné que l'image fait quand même pas loin d'1 giga. Mais il faut savoir que quand on télécharge une image EasyParse via Docker, elle est prête à l'emploi, tout est fait. C'est-à-dire que les dépendances, on n'a pas besoin de s'en occuper. Tout ce qui est compilation à l'intérieur, c'est déjà fait. Après, il n'y a plus qu'à lancer. C'est quoi? Un zoom. Un petit zoom. Je ne sais pas trop. Ouais. CTRL+, ça marche là-dessus. Non, ça ne marche pas. Hop. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas là-dessus. Voilà. Ah, je ne zoome jamais sur ce truc. Là. Ah, la blague. Tac. On voit. Mieux. Bon, on va dire que c'est mieux. Donc, alors après, le léger désavantage, c'est que la simplification qu'on obtient à l'installation va être un peu plus,
va être troqué par une première commande qui peut être un peu plus barbare qu'un simple make start. En l'occurrence, on veut lancer un container, c'est-à-dire que, comment je dirais ça, je vais peut-être pas rentrer dans la technique non plus. En gros, ça donne une commande de ce type. J'aime pas ces sons. C'est les sons par défaut. Ouais, bon. Voilà. Pas, oui. Ça donne une commande de ce type. Et on va l'appeler easy. Voilà. Là, il vient de lancer EasyParse. Ou plus précisément, il y a déjà un EasyParse qui était lancé. Ah oui, il était déjà lancé. Il était déjà lancé. Peut-être parce que justement, génial, j'avais déjà lancé un EasyParse. Bonjour l'effet démo. Il arrête son EasyParse. Donc là, j'arrête un EasyParse que j'avais déjà lancé auparavant et que je n'avais pas nommé, d'où ce Angry Gold truc. Donc, je vais relancer mon truc. Quand tu donnes pas de nom, Docker, il attribue un nom de ce genre-là. Exact. Quand on donne pas de nom ici, Docker donne un nom complètement au hasard qui peut être assez farfelu. Et oui, le nom ici est déjà utilisé. Tu arrêtes aussi. Du coup, je vais le relancer. Ça fait un tutoriel éclair de comment lancer Docker. Effectivement. Alors, la première commande pour lancer un EasyParse, un container EasyParse, est relativement barbare, mais après, pour l'arrêter, pour le redémarrer, c'est quasiment comme make start, sauf que c'est avec Docker. C'est Docker start le nom, Docker restart, Docker stop. Voilà. Donc là, il m'a lancé un EasyParse. Moi, du coup, j'ai pas il m'a lancé en mode démo. Bon, c'est pas grave. Hop. C'est la machine virtuelle. Est-ce que c'est là? Mieux. C'est son. Pas joli inaccessible. Génial. Il est en localhost. Je suis en localhost. Il faut lister, Il faut tailler sur ABS. Ouais. Non. Normalement, j'ai... Bon, ok, bon, c'est l'effet démo, c'est Non, génial. c'était sur ta machine. Ah oui, c'est vraiment sur ta machine à distance. Je suis sur ma machine à distance, effectivement. Donc là, tu peux le faire carrément, peut-être même dans un navigateur Windows. Effectivement, je pourrais le faire dans un navigateur Windows, là, en l'occurrence. Ok. Voilà, effectivement, c'est mieux quand on met la bonne adresse. Donc voilà, on aura remarqué que j'ai pas fait de make, j'ai pas installé de dépendance particulière, j'ai juste téléchargé une image avec Docker, lancé le truc, et j'ai mon image qui marche. Bon là, j'ai triché un peu parce que j'ai un MongoDB qui est déjà installé. L'avantage, notamment, c'est Docker avec Docker. Si on a des MongoDB installation, ça peut être un peu tricky, comme on dit en français. Ça peut être un peu compliqué par moment, notamment pour sur certains systèmes, ils vont nous installer par défaut un Mongo version 2, alors qu'on a besoin d'une 2.4 minimum. Avec Docker, c'est très simple d'aller chercher la dernière version de MongoDB et après on peut la coupler à EasyParse. Bon, ça fait quelques commandes supplémentaires avec Docker, rien de non plus très compliqué, mais bon. Vous avez des questions? Non, a priori c'est juste un bruit de fond. Ok, d'accord. Alors voilà. Sinon, autre avantage de Docker, c'est qu'au niveau du déploiement, enfin ça facilite pas mal le déploiement et ça vit dans un environnement qui est cloisonné, ce qui fait que ce sera probablement plus facile.
c'est plus facile de proposer à un DSI d'installer un EasyParse si on leur dit que ça s'installe via un Docker et ça, c'est un peu comme une machine virtuelle, c'est-à-dire que si ça ne marche pas bien, ça n'engage personne, ça ne fera pas planter le serveur, voilà. C'est indépendant. C'est indépendant. Le petit point négatif derrière ça, c'est que pour les bidouilleurs, l'arborescence d'EasyParse n'est pas disponible directement, il faut rentrer dans le container. Voilà. Voilà. Sinon, tu vas sur la présentation. Je ne pense pas avoir autre chose à dire en ce qui concerne... C'est Docker sous Windows. Après, ça va être Docker sous Windows, effectivement. Et pour ce qui est... Ah oui, je zappais, mais l'arrivée de Docker ça élargit un peu nos horizons. Et on peut imaginer aujourd'hui, on parle beaucoup de visualisation, on peut imaginer aujourd'hui avoir des moyens, par exemple, de visualiser les données d'EasyParse avec un EasyVis ou une solution de ce type-là. Docker nous permettrait potentiellement de le faire assez simplement, avec très peu d'étapes. Voilà. Enfin bref. D'embarquer EasyVis par exemple dans un container qu'on livre avec EasyParse de la même façon que tu livres Mongo avec EasyParse. Aujourd'hui, EasyVis, c'est pas encore forcément très simple à installer comme EasyParse, cela dit, au final, il y a des étapes. Donc, cela dit, il y a encore c'est encore des choses à prospectiver. Là, ce qu'on met en perspective, c'est que plutôt que d'avoir une procédure d'installation, on aura une procédure de déploiement. Et quand on va déployer, on va déployer quelque chose qui sera plus ou moins riche. Donc, ça veut dire un EasyParse et potentiellement peut-être aussi un EasyVis, les deux déjà connectés. Voilà. On ouvre la boîte et puis on a tiré le flow et tout, on a tout dedans. Donc, après, j'enchaîne sur la présentation. Je vais rapidement. Très rapidement, en fait. Donc, comme l'a dit Cécilia tout à l'heure, on était bloqué au niveau de la version Windows, on était bloqué en 2.1.0 parce que pour l'usage de MongoDB sous Windows, c'est pas très simple. Donc Docker ouvre des perspectives avec un outil qui s'appelle Boot2Docker qui permet l'installation de Docker sous Windows et l'usage de Docker sous Windows. Donc ça nous permet de déployer quelque chose. Par contre, au niveau de cette version Windows, ça change la philosophie. Parce que la philosophie en termes de version EasyParse sur Windows. Au départ, pour ce qui était sous Windows, on parlait d'un démonstrateur qui embarquait tout, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un exe sur une clé USB, et puis on installait l'exe, et puis on avait un EasyParse qui fonctionnait. Là maintenant, avec Boot2Docker et puis l'usage de Docker, on ne peut plus mettre tout sur la clé, tout embarqué, donc il faut télécharger. Donc du coup, la philosophie de l'installeur diffère et on va faire un installeur EasyParse qui lui va installer tout ce qui est nécessaire pour faire cette version Windows. Donc en particulier Boot2Docker et dans Boot2Docker lui-même a besoin de Git pour Windows, etc. Donc la procédure est moins rapide parce qu'il y a tout ce temps de téléchargement et comme l'a dit Yannick, ça peut être assez volumineux les containers, ça peut aller jusqu'à 1 giga. Donc la problématique change. Autre point important aussi, c'est le fait que quand on est sur un poste Windows, quand on veut installer un logiciel, potentiellement, on peut avoir besoin de droits
avant, ça nécessitait pas d'avoir les droits administrateurs pour la version Windows. Maintenant, il faut les droits administrateurs parce que, eh bien, quand on installe Boot2Docker, il a besoin d'accéder au réseau, etc., de faire pas mal de choses. Donc, il faut avoir les droits administrateurs. Et puis, autre chose aussi, potentiellement, dans beaucoup d'organismes, c'est le cas aussi ici à l'INIST, on est derrière un proxy. Et donc, qui dit proxy, dit accès au réseau, dit configuration. Et donc ça, c'est un obstacle, parce que ça veut dire qu'il faut non seulement... Alors, la problématique de Docker, c'est ça, c'est qu'il faut non seulement installer les choses sous Windows, hein, et donc accéder au réseau, c'est-à-dire aller télécharger, genre, là, j'ai mis des copies d'écran, elles sont pas très visibles, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans l'installeur EasyParse, on va télécharger l'installeur Boot2Docker, et ensuite on lance cet installeur. Donc, il y a un accès réseau du poste Windows, et à la fin, on lance Boot2Docker, on a une commande qui correspond au déploiement de tous les containers, et dans le container lui-même, il va aller faire, on appelle un pull, pour mettre à jour le Mongo, mettre à jour la dernière version d'EasyParse, et lui-même, il faut qu'il accède au réseau, et donc lui-même, il faut qu'il ait la configuration du proxy. Donc ça, c'est des problématiques nouvelles donc pour la version actuelle de Windows, elle marche si on n'a pas de proxy. Donc parce que la machine virtuelle, comme a parlé Stéphane, qui est minimale, eh ben, de base, quand on la construit, on ne définit pas le proxy, parce que ce proxy, il est spécifique à chaque organisme. Donc, pour une installation comme ça, ça marche, ça prend plus de temps qu'avant, mais ça marche. Donc là, je continue à travailler sur comment faire de façon simple cette configuration du proxy. Cette configuration du proxy peut être faite quand on accède à la machine qui est installée, qui est déployée. C'est une machine de type Linux qui va être déployée sous Windows. Si on sait y accéder, si on sait la configurer pour mettre le proxy, après la suite des opérations se passe très bien. Mais c'est pas le but. Généralement, les gens qui sont sous Windows n'ont pas à faire de commande Linux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une procédure de déploiement qui se déroule simplement. On se retrouve donc comme avant. Donc là, c'est des copies d'écran qui disent qu'on installe VirtualBox, qu'on installe Git, qu'on installe Boot2Docker, que l'installeur Boot2Docker est lancé à l'intérieur de l'installeur Windows. Comme avant, on a un écran qui nous dit que l'installation est terminée, ça démarre et on se retrouve avec, comme l'a montré Yannick tout à l'heure, c'est exactement pareil maintenant que si on était sous Linux avec un EasyParse qui démarre. Et gros avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir faire les mises à jour en direct. On ne pouvait pas le faire sous Windows, mettre à jour les plateformes, mettre à jour la version, etc. Et on se retrouve en plus avec un menu sous Windows qui nous a installé Docker et qui nous a installé EasyParse avec les commandes habituelles, lancer, utiliser, tester, voilà. Donc rapidement, l'installeur Windows, une première version bêta est disponible. Il y en aura encore d'autres, je pense, qui permettront de configurer via une petite fenêtre où on va nous poser une question, est-ce que vous êtes derrière un proxy ou pas, ou alors si on réussit à lire cette configuration directement dans les paramètres Windows, mais là c'est un petit peu chaud pour les trouver. Et puis on clique et puis tout s'installe sans qu'on ait rien à faire. Et à la fin, on a un EasyParse qui s'ouvre avec cet écran. Voilà. Donc, beaucoup de perspectives qui sont ouvertes par l'usage de Docker. Donc, point de vue déploiement et point de vue aussi perspective sur la visualisation, comme l'a évoqué Yannick tout à l'heure. Voilà. C'est court. J'ai une dernière question, après je vous dis. Est-ce qu'on envisage que la piste Docker soit désormais l'unique modalité de livraison d'EasyParse, ou est-ce qu'on continue à proposer une install Linux
comme celle qui est proposée actuellement. C'est-à-dire que de toute façon, Docker, c'est ni plus ni moins que une machine sur laquelle on a déroulé la procédure d'install, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut d'ailleurs, le fichier qui déroule les étapes pour créer l'image en question est disponible sur le Docker Hub, le GitHub en quelque sorte de Docker. Et c'est juste ça, donc c'est complètement optionnel au final. D'accord. Parce qu'en fait, je pose la question parce que je pense qu'il y a des DSI qui sont déjà frileuses pour installer EasyParse avec les étapes qu'on connaît, qui risquent de l'être encore plus si on propose cette couche d'abstraction supplémentaire. Parce que ça veut dire peut-être moins de contrôle pour elle de ce que tu es en train d'installer, la façon dont tu gères. Ça, c'est des questions qui sont... Mais les deux sont possibles, et c'est pas parce qu'on utilise Docker qu'on pourra pas faire l'installation. Ça crée pas un surcoût de la même façon que ça crée un surcoût de proposer une version Windows, un exe Windows. Non. Ils peuvent très bien faire sans, en fait, sans le Docker. Continue à faire comme ce qu'on proposait avant. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, ceux qui sont en visio, Ouais, ceux qui sont encore autour de la table? Dominique ou Pierre, vous avez des questions? Vous nous entendez toujours? Allô, oui, bonjour, Pierre Negelen. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que MongoDB, c'est à peu près la même chose que Hadoop? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. Hadoop, c'est plus pour le stockage distribué, ce qu'on appelle un peu le big data. MongoDB, c'est juste une base de données un peu spéciale, NoSQL, pour stocker du document Hétérogène? Ouais, hétérogène, sans schéma en fait. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce que vous n'allez pas venir à une problématique big data par la suite? A priori non, parce que EasyParse, le principe d'EasyParse étant de gérer en streaming des logs et n'a pas comme objectif de les stocker. Donc c'est pas dans le périmètre d'EasyParse le stockage des logs. D'accord, entendu. Est-ce que vous pourriez expliquer alors à quoi sert MongoDB? Alors, MongoDB, pour faire rapidement, on a besoin de manipuler des tables de correspondance entre les identifiants éditeurs, qui peuvent leur être spécifiques, et puis des choses comme l'ISSN ou le titre de la revue, qu'on va chercher dans ce qu'on appelle des PKB. Et donc, pour gérer des listes importantes, notamment pour les books, on a choisi d'utiliser MongoDB. Voilà, pour des questions de performance et de taille d'occupation mémoire vide. D'accord, entendu. Voilà. On a découvert le NoSQL très récemment et on a découvert que donc quand vous parliez de MongoDB, c'était déjà du NoSQL. Question de micro-G, analyse texte, 2 points. C'est sur les plateformes éditeurs, car sur la plateforme Xtext, il n'y a qu'un ID. Oui, c'est sur la plateforme éditeur. Dominique, tu as entendu la réponse ou pas? Je sais pas s'il est encore là, Dominique. Oui, ok. L'idée qu'il y a derrière l'analyse Xtext et du travail qu'a fait, ont commencé à faire Laurent, Véronique sur les datations, en fait, c'est de pouvoir savoir quelle est la date d'un article pour pouvoir savoir si, dans le cas où c'est Xtext, des abonnements Xtext, et bien savoir si ça fait partie des archives ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir si c'est un article d'Xtext ou du courant. On ne peut pas distinguer aujourd'hui sans avoir la date de publication de l'article. Donc c'est un travail important qui permettra en fait de compter combien de personnes ont accédé aux ressources Xtext sur les plateformes des éditeurs. On parle pas de la plateforme Inist, enfin qu'on héberge à l'Inist. Donc là, Dominique, ça répond à ta question? Il a repéré une question. Ouais.
analyse des accès de la plateforme ISTEC, quand tu dis plateforme ISTEC, donc celle qui est opérée à l'INIS, cette analyse, elle sera faite dans le cadre du développement de la plateforme, et aujourd'hui, c'est pas un chantier qui est planifié sur le court terme. A priori, ce sera moins compliqué, puisque là, on gère les accès, on a les traces, enfin, je veux dire, c'est un module de la plateforme qui gère pas, effectivement, mais c'est plus compliqué, c'était les accès à distance, via les plateformes des éditeurs. Là, quand tu es sur séance directe et que tu poses une question de quelqu'un un document, on ne sait pas s'il fait partie des acquisitions ISTEC ou des acquisitions courantes, pardon. C'est la question. C'est du travail d'adaptation dans une part. Et des informations à l'intérieur. Ensuite, le partage il va décomposer ces informations. Ah, c'est des slides? Non, normalement, on est en fin de... Donc, Et donc, on excuse Thomas Joulot qui devait faire une présentation sur les chiffres à l'Université de Lorraine, qui n'a pas pu se libérer pour cause de raisons personnelles, donc il fera là à une autre occasion. Probablement la prochaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore à distance? Sinon, on va... Oui, nous, on pensait enrichir les données avec un tableau qui, qui attribue à chaque revue une discipline. Donc, en fait, en téléchargeant la base de connaissances du résolveur de liens SFX. Ouais. Mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes possibles. Alors après, actuellement, les enrichissements, on les propose a posteriori via des outils comme Visokio ou autres outils de ce type-là. Les middleware, enfin, la possibilité d'avoir des middleware qu'a présenté Yannick tout à l'heure, offrira l'opportunité, si on développe une API qui va justement lire ce fichier ou interroger directement des données SFX, ça pourra se faire en cours de traitement, en fait, via le flux. Actuellement, c'est en post-traitement. Et dans un outil tiers. Et dans un outil tiers, à part. Alors par exemple, il y a Visokio, il y a également Indivise, qui permettra à voir à plus ou moins long terme de faire aussi des enrichissements de ce type-là, en associant un tableau avec une clé commune par exemple, qui permettra d'enrichir les données et de faire des statistiques ensuite par rapport à ces disciplines. Donc ça, c'est des choses à explorer, mais c'est des choses qu'on a en tête. D'accord. Sinon, là, je vois sur le chat ce qui est écrit aussi. Effectivement, actuellement aussi, si vous avez enrichi les logs EasyProxy avant, on peut aussi demander à EasyParse de remonter en fait ces informations-là dans des colonnes. Bon, il y a des headers qui permettent de paramétrer tout ça. C'est dans la doc, mais on pourra aussi, si vous voulez le faire, on peut vous aider à mettre les bons paramétrages pour pouvoir remonter les colonnes qui correspondent à vos enrichissements que vous auriez éventuellement préalablement mis dans les fichiers de log EasyProxy. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas mal aussi, d'accord. Ouais, c'est peut-être plus simple même. Et je reviens sur Hadoop, mais il faut bien qu'à un moment, plus tard, vous puissiez stocker des fichiers de log anciens, si vous voulez les retravailler, etc. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que utiliser Hadoop, c'est plus la problématique des établissements eux-mêmes, c'est ça? Oui, plutôt. Nous, ce qu'on propose, c'est notre expérience, c'est-à-dire comment nous on gère les logs EasyProxy, comment on les range, comment on les archive, et puis éventuellement on a des commandes de reprise pour refaire des traitements sur des fichiers parce qu'il y a eu des mises à jour des parseurs. Pour l'instant, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'outils comme Hadoop.
Mais Les volumétries sont pas non plus. On n'est pas dans le big data encore avec les données EasyParse. Hein. On est quand même sur des données. Les données résultats d'EasyParse sont beaucoup moins volumineuses que les logs qu'on donne à manger à EasyParse. Je sais pas si Fabien, tu as une idée de la taille, par exemple, qu'on occupe en log brut et en résultat EasyParse pour un mois d'un portail ou de tous les portails, je sais pas, ou une année, j'en sais rien. D'accord. 60 gigas sur les données brutes, peut-être. Depuis 2007. Pour un mois? Sur 2010. Non, pour une année. Pour une année, on a 60 gigas. Pour 5 ans, avec les portails CNRS, on a 60 gigas. Données compressées. De données compressées occupées. Donc c'est pas non plus énorme. D'accord. Ok. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas rencontré le besoin d'utiliser des technologies comme Hadoop, en fait, qu'on ne connaît pas non plus de façon, on n'est pas, voilà, on connaît de nom, mais on ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire avec aujourd'hui. Ok. Bon, merci pour ces explications. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Bon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous poser des questions via les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous à la fin des vacances, donc soit fin août. La date n'est pas encore totalement fixée. J'avais mis 27 août, mais il risque d'y avoir des gens encore en vacances. Donc ça sera soit fin août, soit début septembre pour la prochaine sprint review. Et on va s'orienter sur la poursuite de ce qu'on a fait là à propos de Docker. Hein. Je pense que ça sera beaucoup plus mûr. Et puis sur d'autres choses au niveau donc de l'analyse des plateformes, on va aussi essayer de travailler ça pour faciliter encore l'analyse des plateformes. Et puis on va poursuivre aussi côté Open Access, l'analyse des logs d'Open Access, et on montrera, je pense, là des résultats pour HAL. On avait prévu de le faire cette fois-ci, mais on n'a pas eu le temps. Et donc là, on le proposera à la rentrée. Voilà les principaux points. Donc merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.